France Maghreb 2. Bien le bonjour à vous, merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2, c'est votre rendez-vous de fin d'après-midi, 16h-18h, ça s'appelle le LGF, j'espère que vous allez tous bien, vous allez bien profiter de votre long week-end pour certains et de votre jour férié, 1er mai. Ah, c'était vraiment la fête du travail dans tous les sens du terme, hier avec ces manifestations importantes quand même dans Paris et un petit peu partout d'ailleurs en France, qui ont été émaillées de violence. D'ailleurs, on en parle beaucoup depuis ce matin dans les médias. Mon cher Nadir Kaya, comment ça va? Ça va très bien, toi Christophe. Si je t'ouvre le micro, c'est mieux quand même. Bonjour Nadir, ça va? Bonjour Christophe, et toi, comment Voilà, vas-tu? bah impeccable, nickel. On a du soleil aujourd'hui. Accompagné de Fatima Wassak dans quelques minutes sur France Maghreb 2. Dans ton avis tranché, tu vas nous parler de... Non, j'ai écrit un petit texte ce matin à destination des citoyens de confession musulmane parce qu'au vu de l'atmosphère délétère actuellement, je voulais écrire une lettre pour les et nous soutenir dans cette situation. Très bien. Fatima Wassak va nous parler de la police et de la banlieue. Ça, à mon avis, ça va te parler, Nadir. Et un petit coup de cœur aussi à nous fournir peut-être tout à l'heure. Mon coup de cœur, toujours pareil, à destination de la communauté musulmane, à cette capacité de retenue quand on voit toujours cette atmosphère et cette stigmatisation permanente et ces sémantiques utilisées pour discriminer et envenimer les choses. Soyez les bienvenus, c'est parti pour votre LGF jusque 18h sur France Maghreb 2. Nous sommes mercredi, nous sommes le 2 mai, ça y est, nous y sommes et on peut le dire maintenant, dans 2 semaines, jour pour jour, c'est le début de ce mois que tout musulman à travers le monde attend avec impatience, le mois sacré béni du Ramadan. Il va s'agir de savoir l'accueillir comme il se doit, bien sûr. Le Ramadan approche à grands pas, c'est dans 2 semaines jour pour jour, on commence à se préparer psychologiquement. On a hâte, pour certains, d'y être, parce que c'est une ambiance très particulière que ce mois sacré du Ramadan. Justement, la question du jour, ne bougez pas, on parle du Ramadan et plus précisément vous savez qu'il y a surtout au début du mois du Ramadan et aussi à l'approche de l'Aïd chaque année des petites polémiques concernant bien la méthode utilisée, et la question vous est posée d'ailleurs justement à propos de la méthode. On en reparle dans un instant. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce Grand Forum, une info qui nous vient de nos confrères du Muslim Post. Ce mercredi, la demande de mise en liberté de Tariq Ramadan a été refusée après l'avis négatif rendu par le parquet. Le juge d'instruction qui parle de possible pression sur les témoins et d'un risque de fuite. Un conseiller municipal, les Républicains, a déclaré sur une radio israélienne qu'il y avait trop d'Arabes à Toulouse. Le maire a ouvert une enquête. Nous en dirons davantage dans un instant. La question LGF, le mois du Ramadan approche à grands pas. Oui, c'est dans 2 semaines pour certains, le 16 ou 17 mai, selon les différentes méthodes. La Grande Mosquée de Paris le décidera lors de la nuit du doute. Êtes-vous pour la méthode scientifique qui détermine les dates du Ramadan à l'avance ou pour la méthode traditionnelle de l'observation de la Lune? Vous répondez à cette question sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. On a besoin de savoir. Libertad tout à l'heure en fin d'émission avant 18h. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, c'est votre grand forum, le LGF, tous les jours 16h 18h. On s'installe sur France Maghreb 2 évidemment avec grand plaisir en compagnie de Nadir Kaya qui est avec nous aujourd'hui. Vos appels évidemment au 01 40 33 9000 pour cette question du jour que l'on vous pose. On est à 2 semaines maintenant de l'arrivée de ce mois sacré béni du Ramadan qu'on attend tous et toutes avec impatience bien sûr. Alors justement la question vous est posée, vous savez qu'à chaque fois se pose la question et on n'est pas d'ailleurs à l'abri de quelques polémiques, on en a connu dans le passé concernant le début et la fin du Ramadan. Alors il existe aujourd'hui 2 méthodes, ceux et celles qui préfèrent évidemment utiliser la méthode, j'allais dire traditionnelle, où on attend cette fameuse nuit du doute qui va être d'ailleurs annoncée par la mosquée de Paris. Ça sera donc pour le 15 mai au soir. On saura si le Ramadan débute le 16 ou le 17 mai. Idem d'ailleurs pour l'Aïd. Et puis il existe une autre méthode, la méthode scientifique, où là on connaît les dates du Ramadan à l'avance, ce qui permet d'ailleurs de pouvoir s'organiser, s'organiser tranquillement pour éventuellement d'ailleurs prendre son jour de l'Aïd, etc. Alors là, c'est cette méthode scientifique qui, par exemple, tiens, pour vous donner un exemple cette année, on sait que le Ramadan débute donc selon les données scientifiques le 16 mai et qu'il se termine donc le jeudi 14 juin, l'Aïd étant le 15 juin 2018. Ça, c'est pour la méthode scientifique. La question vous est posée, est-ce que vous êtes plutôt adepte de la méthode scientifique, donc pour connaître les dates du Ramadan à l'avance, ou est-ce que vous êtes
j'allais pas dire à l'ancienne, mais est-ce que vous voulez en tout cas conserver cette méthode traditionnelle et d'avoir ce petit charme pour certains, c'est le mot qui revient souvent, à savoir d'attendre la dernière minute et la nuit du doute pour savoir si le Ramadan débute demain et pour savoir aussi si c'est l'Aïd demain ou pas. Donc voilà, vous nous donnez un petit peu votre vision. Qu'est-ce que ça nous donne sur les réseaux sociaux? Ça a beaucoup voté sur Facebook, sur Twitter. Vous pouvez d'ailleurs continuer de voter. Facebook France Maghreb 2, Twitter LGF officiel, Nadir. Ouais, du côté de Twitter, on est à 36% pour la méthode scientifique et 64% pour la méthode traditionnelle. Ah oui. Alors que sur Facebook, on est un peu plus nuancé, mais toujours principalement pour la méthode traditionnelle à 56% et 44% pour la méthode scientifique. Alors, Monsieur Kaya, vous êtes pour quelle méthode, vous? Non, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je pense que l'une et l'autre peuvent très bien se compléter. On peut se baser sur la méthode scientifique et puis la nuit du doute rester sur la traditionnelle, c'est-à-dire voir si possible la nouvelle lune par nous-mêmes. Donc les deux peuvent être. C'est pas par toi-même. Je veux dire, c'est la nouvelle lune. On sait à quelle heure, avec les données scientifiques aujourd'hui, on sait à quelle heure elle sera visible ou à quel endroit du monde. Donc c'est ce que je disais, c'est se baser sur la scientifique et éventuellement aussi sur le côté traditionnel, essayer de voir par nous-mêmes. Et si c'est pas le cas, je pense que le scientifique peut suffire. Et puis après, le vrai souci, c'est pas tant la méthode, c'est toujours pareil. C'est entre les différents pays d'origine. Pour certains se basent sur leur pays d'origine, d'autres sur l'Arabie Saoudite, d'autres sur la mosquée de Paris. Il est là le vrai dilemme. Absolument. Alors vos avis, vos appels 01 40 33 9000 pour nous donner un petit peu votre avis. Vous l'avez compris, donc sur Facebook, sur Twitter, c'est en majorité en tout cas pour la méthode, j'allais dire traditionnelle, parce que ça représente chez certains un certain charme. Bon, pour vous donner juste mon impression à moi, personnellement, il y a longtemps que j'ai fait mon choix. Voyons ces polémiques stériles apparaître. Voilà, je pense que la science ne se trompe pas. D'ailleurs à tel point que les personnes qui partent en mer, vous savez, dans l'océan, utilisent la lune voilà, il s'agit de pas se tromper parce que il en va de la vie de quelques personnes qui prennent le bateau pour aller en mer, pour connaître les marées, etc. Et puis pour ce qui est également des heures de prière, c'est basé par rapport à la lune. Je vois pas pourquoi ça poserait problème uniquement pendant le Ramadan, alors que le reste du temps, je veux dire, ça pose aucune question. Donc voilà, c'est quand même bizarre ce genre de polémique. Bon, alors pour moi personnellement, j'ai fait le choix depuis très longtemps donc de me baser uniquement sur ce que dit la science et ainsi comme ça voilà je sais à l'avance quelle date débutera et quelle date de Ramadan se terminera. D'ailleurs cette année selon la science il fera 30 jours. Jalil de Paris, bonjour. Oui, bonjour Christophe, bonjour à votre invité. Bonjour Jalil. C'est pour répondre à la question, en fait, moi je préfère l'ancienne méthode. C'est-à-dire la méthode traditionnelle. Exactement. Oui, pourquoi? Par rapport à son charme, il y a toujours ce suspense, quoi. Ouais. Et voilà, on était habitués comme ça, et puis pourquoi changer? Parce que aujourd'hui les données, la modernité étant là, on peut se nourrir, j'allais dire, d'outils nouveaux. Enfin, c'est pas nouveau d'ailleurs, parce que par un pays comme la Turquie, ça fait 30 ans qu'ils utilisent cette méthode scientifique pour connaître ainsi à l'avance les dates du Ramadan. Je pense par exemple à ceux qui travaillent pour poser le jour de l'Aïd. Ça me paraît compliqué quand même de prévenir la veille au soir. Donc son patron, demain je suis pas là, c'est l'Aïd, quoi, tu vois. Ça change rien, Christophe. À partir du moment il y a le jour du doute, etc. Il nous dit c'est tel jour, on est sûr à peu près quand est-ce que l'Aïd va tomber. Ouais, à peu près. T'as un jour de près. Donc voilà, ça change rien. Mais à l'ancienne c'est mieux. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est mon avis à moi. Hein. Jalil, est-ce que toi tu es tenté pour suivre, comme certains, faut le dire, le pays d'origine ou l'Arabie Saoudite, ou tu te réfères uniquement à ce qui se passe en France? Donc je suis ici le pays dans lequel je vis. D'accord, ok. Donc Jalil, favorable à la méthode traditionnelle. Exactement. Eh ben bon Ramadan à toi par avance, mon ami Jalil. D'accord, merci à toi aussi, à ton invité, à tous les auditeurs, et puis merci. Vive la Syrie, vive l'Algérie. Merci Jalil. Allez, au revoir. À bientôt, au revoir. 01 40 33 9000, on prend un petit peu le poumon là, le parfum un petit peu de vos ressentis par rapport à cette question importante quand même. 01 40 33 9000 pour nous donner un petit peu votre sentiment, votre avis, votre vision concernant donc ces deux méthodes possibles évidemment pour le mois sacré béni du Ramadan qui débutera maintenant sans aucun secret à personne dans 2 semaines, quasiment jour pour jour, mercredi 16 mai étant normalement le premier jour.
Allô, bonjour. Oui, alors Oui, bonjour monsieur, quel est votre prénom? Yacine, Yacine, il nous appelle d'où Yacine? de Marseille. De Marseille, comment ça va Marseille? Ça va très bien, hein, il fait chaud, il y a le soleil. Ah, on se prépare pour demain, le match retour là? Eh ouais. Ouais. Bon, vous le sentez bien? Non, c'est bon. Ah non, c'est bon, hein, on va voir. Hein. Ah. Non, c'est bon pour la finale. Hein. C'est bon pour la finale. Ça va être la fête hein, demain soir, hein, si vous êtes qualifié. Hein. Ça Bon, va, on va voir. Yacine, Oui, méthode traditionnelle ou méthode scientifique pour vous? les deux. Ah, les deux, mon capitaine. Ouais, les deux. Mais ouais, les deux. L'important, moi, je pense, c'est qu'on on jeûne tous en même temps et on mange tous en même temps et qu'on soit tous unis. Je pense que ça, c'est Bah ça, ouais, ça serait la base en fait, ouais. Et en tout cas, la méthode scientifique nous permettrait ça. Oui, mais Lobby après, il y a les des textes. Christophe, c'est Les pas textes possible. Non, pas du tout. religieux. Il y a les textes religieux qui disent mangez quand vous la voyez et jeûnez quand vous la voyez. Donc, je pense que ça sera toujours, il y aura toujours des personnes qui se baseront sur les textes et l'avancée fera que la majeure partie aussi se baseront sur la science. Donc, il y a les deux. Ouais. Donc Voilà. les deux sont pas incompatibles. Les deux sont pas incompatibles et l'important, c'est d'être unis. Voilà. Jeûner en Exactement. même temps Ça, je suis d'accord avec vous, Yacine. Oui. et faire l'Aïd en même temps. Eh ben, espérons que les deux méthodes, j'allais dire, se rejoignent cette année, que tout le monde, comme votre vœu et comme notre vœu à tous d'ailleurs, soit de tous jeûner ensemble et de passer un ramadan tous ensemble. Je crois C'est que quand bien, même mieux. hein, Christophe, depuis au moins 2 ans maintenant de suite où ça se passe à peu près bien. Oui, c'est on est vrai. à peu près tous coordonnés avec. Moi, le je me même souviens, jour. il y a 4 ans, là. Ouais, pendant des années, on a connu ça. J'habite toujours d'ailleurs du côté de l'Essonne. Et il y a deux grandes villes, Corbeil-Essonne et Évry. Et Corbeil-Essonne et Évry ne jeûnaient pas le même jour, ne faisaient pas l'Aïd le même jour. Parce que les responsables de la mosquée devaient être chacun d'un pays Voilà, différent. bah oui. C'était le Maroc Corbeil d'un c'est côté, la Algérie, Tunisie, la Évry Tunisie, c'est marocain, donc voilà. Ouais. Encore, je pense que le pire, c'est pas de ville. Je pense que ça arrivait même dans certaines familles. Dans certaines familles, vous avez raison, mais Certaines c'est familles ouais, où il y a c'est vrai. qui suivent un imam qui suit les textes, Ouais. un imam qui suit la science, et ça fait la personne y jeûne, la personne y mange, la personne y fait l'Aïd, la Ouais, personne ouais, fait aujourd'hui l'Aïd, c'est demain. C'est vrai. Donc c'est encore pire dans les mêmes familles, c'est plus que. C'est vrai. Et moi, si je peux me permettre, Christophe, Vas-y, Nadir. ce qui est important pour le début du Ramadan, à mon petit niveau de ce que je sais, il est important de mettre sa niya pour le Ramadan, un peu comme le pèlerinage ou la Umrah quand on y va. C'est de mettre son intention, de la formuler à la veille du Ramadan pour tout le mois. Et donc après qu'on commence différemment les uns les autres, c'est pas très grave. Le plus important, sachant que c'est un mois béni et sacré, c'est vraiment de mettre sa niya pour passer un bon mois du Ramadan et surtout apprendre, parce que c'est un mois où on est censé apprendre et pas que manger, mais surtout apprendre, méditer, se remettre en question sur plein de choses. Merci Yacine et bon Ramadan à vous aussi, hein, mon cher Yacine. Ouais. Merci beaucoup. À l'écoute de France Maghreb 2, bien sûr Yacine, hein, je compte sur vous. Bien sûr, au revoir. Merci, au revoir et bonne soirée à vous. 01 40 33 9000, peut-être un petit dernier ou une dernière, tiens, pour nous donner un petit peu votre vision concernant donc ce Ramadan qui approche à grands pas. Comment vous l'anticipez, justement, les méthodes que vous utilisez. Alors pour certains, donc je l'ai bien compris, la méthode traditionnelle quand même reste importante, et pour d'autres, eh bien la méthode scientifique nous permet de savoir et ainsi d'être tranquille dans sa tête, de savoir que le Ramadan commence telle date et qu'il se termine telle date. Voilà. Et je pense que c'est pas incompatible de toute façon. Allô, bonsoir. Allô, Oui, bonsoir monsieur, quel est votre prénom? bonsoir, Hicham des Ulysses, tu parlais Salut. de méthode, bah, tu vois, on y est. Hicham des Ulysses, comment ça va les Ulysses? Bah ça va, ça se passe bien. Bon, alors mon cher Hicham, le Ramadan c'est dans 2 semaines là. Hein. Ouais, dans 2 semaines. Moi, t'as vu, j'ai un petit coup de gueule parce que Vas-y. je me dis, on est toujours dans des situations où, tu vois, il y a matière à pas être unis. En fait, entre la méthode des textes, la méthode mathématique, tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours, ça fait toujours, au lieu de faire de l'union, bah, ça crée plutôt la division. Ouais, mais le fait de ne pas en parler, c'est pas mieux non plus, je veux dire. Ouais, non, mais j'ai pas de solution au truc, hein. Ouais. Ce que je veux te dire, c'est juste, tu vois, chaque fois on est dans des situations de division. Bon alors On oui. n'est jamais on n'est jamais réunis autour d'un truc d'union. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ben, il y a eu une tentative pour ne trahir aucun secret de la part de la mosquée de Paris. Vous vous souvenez de cette année où la mosquée de Paris avait dit à midi, non, c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Vous vous en souvenez de ça? Ouais. Voilà. Ouais, je m'en souviens, ouais, je m'en souviens très bien. Ouais. Il y a eu une tentative de la mosquée de Paris, des instances religieuses de France, de vouloir passer à la méthode scientifique et ainsi de pouvoir annoncer les dates du Ramadan à l'avance. Sauf qu'il y a eu
j'allais dire pas un putsch, mais en tout cas une révolte au sein même de la mosquée de Paris, des traditionalistes qui se sont un petit peu fait entendre, et donc sous la pression, la mosquée de Paris était revenue sur son avis de départ. Donc voilà, mais aujourd'hui ils la font un petit peu à l'envers et différent. Toi tu es de quel enfin tu pour le Ramadan, c'est quoi? C'est la méthode traditionnelle ou la méthode scientifique que tu retiens? Moi, j'ai pas de souci avec ça. Je voudrais juste qu'on soit tous unis derrière une méthode, peu importe laquelle. Si c'est les traditionnalistes, ben, on suit les traditionnalistes. Si c'est la majorité qui dit méthode scientifique, tu vois, on est trop basé sur. Je suis d'accord avec toi. Voilà, tu vois, pour une fois, je suis d'accord, mon cher ami des Ulysses. C'est effectivement, c'est sur c'est sur quoi d'ailleurs on n'arrive pas à s'entendre. Choisissons une méthode collective. Et utilisons-la. Si effectivement, comme tu dis, c'est la méthode traditionnelle qui est retenue, ok, il y a pas de problème, tout le monde joue le jeu, voilà. Mais comme c'est le bazar complet, eh bien maintenant chacun fait ce qu'il veut. Alors il y en a qui se basent sur la traditionnelle et qui font confiance effectivement à la mosquée de Paris, qui je ne sais pas trop d'ailleurs s'ils regardent vraiment la lune pour le coup, hein, il y a quand même quelques interrogations, et ou alors de se rassurer et de se dire de toute façon la science ne se trompe pas, la lune on sait à quel moment elle sera visible ou non, ou etc. Donc voilà, les réponses on les a finalement, voilà. Et par contre si on choisit de dire on suit la méthode scientifique, et ben tout le monde est d'accord, voilà. Mais c'est le problème, c'est que personne n'arrive à se mettre d'accord là-dessus. Parce que pour en revenir au, tu sais, l'exemple que t'as donné où dans la même ville, dans les familles, il y avait des gens qui faisaient l'Aïd et des gens qui faisaient le Ramadan. Nous, ça nous est arrivé une année dans notre ville. Ah oui, cette année-là, on a tous connu ça. T'avais la moitié des gens qui faisaient la fête et t'avais l'autre moitié qui jeûnaient. C'est ça. Donc, tu vois, c'est un peu, enfin c'est étrange quoi. Très étrange en tout cas. Bon Ramadan, mais tu m'as pas répondu. Alors toi, t'es quoi, traditionnel ou scientifique? Moi, je suis plus pour honnêtement traditionnel. Bien que je suis pas contre le scientifique, hein, parce que ça a fait enfin il y a beaucoup de pays. Moi, je remets pas en cause, comme t'as dit, il y a la Turquie qui le pratique depuis 30 ans. Ouais. Tu vois, donc il y a des aventures, mais après, je sais pas. Je me demande si c'est pas politique. Des fois, t'as le Maroc qui sort, qui dit c'est un jour avant l'Algérie. Après, tu vois, c'est assez étrange ce système de. Tu vois, c'est devenu un truc politique. Alors que normalement c'est un truc qui nous unit et qui justement qui nous donne de la force. Nous on s'en sert pour c'est malheureux mais pour nous désunir. En tout cas, t'es prêt psychologiquement, c'est bon? Ouais, je suis prêt psychologiquement, physiquement, et franchement je suis très content. T'as vu, c'est une bonne période, j'aime bien. Ouais. C'est une période spirituelle, c'est l'essentiel. Après que ça commence en méthode de scientifique ou en méthode à la lune traditionnel, moi ça me dérange pas, tu vois, c'est le moins spirituel, je suis là, je suis prêt, tu vois, t'es là, t'es open, où beaucoup de lectures où on essaye de se rapprocher un maximum de notre religion. Voilà, faut plus profiter de ça. Après que ça commence un jour avant ou un jour après, selon les méthodes. Merci en tout cas de ton appel et bon Ramadan à toi en tout cas dans 2 semaines. Merci à vous aussi, ciao. Bonne fête. À bientôt. Fatima Wassak, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Oui. Alors ma chère Fatima, la question du jour, je te la pose. C'est que tu n'es pas sans savoir que il y a 2 méthodes, j'allais dire, pour connaître le début et la fin du mois sacré béni du Ramadan qui approche à grands pas dans 2 semaines, Inch'Allah. Alors il y a ceux effectivement, et pour la plupart d'ailleurs on va dire aujourd'hui sur les réseaux sociaux, au vu de la question que l'on pose aujourd'hui, majoritairement veulent suivre donc la tradition, enfin je veux dire, la méthode traditionnaliste où on attend la nuit du doute pour savoir si c'est demain ou après-demain le début ou la fin du Ramadan. Et puis il y a ceux qui utilisent aujourd'hui la méthode scientifique. On citait effectivement en exemple la Turquie depuis des années qui pratique évidemment cette méthode. Alors toi t'es quoi? Tu veux garder ce charme traditionnel ou pour de pas t'embrouiller dans les polémiques inutiles, tu te dis voilà, la science répond à mes questions et finalement je peux connaître à l'avance le début et la fin du mois du Ramadan. Ouais, non, c'est au-delà de la question du dilemme entre tradition et science. C'est, je pense, la dimension
anticapitaliste et anti-société de consommation de l'islam, c'est-à-dire que en réalité pourquoi on veut savoir à l'avance quel jour. En réalité c'est pas nous le tout venant, etc. En réalité qui veut savoir à l'avance, c'est Auchan, Carrefour, c'est les chefs d'entreprise qui veulent pouvoir gérer leur main d'œuvre, etc., etc. Donc c'est le système capitaliste, la société de consommation qui a besoin de prévoir à l'avance à quel moment exactement le Ramadan va commencer. Voilà, donc voilà, il faut pouvoir se résister à ça en fait, et au-delà même du charme, le fait de dire que voilà, il faut revenir à la lettre. Ouais, mais tu ne réponds pas à ma question. Ah non, moi je suis pour non, au contraire, non, moi je suis pas pour le calcul du tout. Moi je veux savoir, voilà, c'est le jour, voilà, en plus moi c'est mon père qui m'appelle à chaque fois pour me dire voilà, je reviens de la mosquée, voilà, demain c'est le Ramadan, Inch'Allah. Voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'on fait moi. Donc le charme. C'est au-delà du charme, c'est de dire voilà, il faut respecter notre religion et encore une fois, il faut respecter la lettre en fait, et pas se laisser happer par les besoins, mais qui sont purement économiques et libéraux en fait. Très bien, vous continuez en tout cas de voter sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Fatima, je voulais te faire réagir ainsi que Nadir sur le Maroc qui a décidé de rompre ses relations avec l'Iran. Vous êtes au courant? Parce que ils accusent en fait l'Iran et le Hezbollah d'avoir infiltré le Polisario. Ou d'armer le Polisario, ce qui a été démenti d'ailleurs par l'Iran et par le Hezbollah. Non mais le Hezbollah, c'était marrant quand même ce qu'a dit Nasrallah, je sais plus si c'était hier ou avant-hier, qui disait franchement vous auriez pu inventer un prétexte de meilleure qualité quoi, parce que là c'est vrai que c'est tellement ridicule. On comprend cette décision du Maroc ou pas? Alors pas du tout, pas du tout. Ils rentrent dans un jeu géopolitique, faut dire les choses, voilà, dans un rapport de force géopolitique qui est en train de s'installer entre l'Iran, l'Arabie Saoudite, les uns et les autres, et puis le Maroc se prend position clairement. Après, il a été inventé cette excuse du Sahara occidental et de la. Ça a été salué par l'Arabie Saoudite d'ailleurs, cette décision marocaine. Mais son pote à la compote, c'est normal, c'est des monarchies. Il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Moi, ce qui me désole, c'est le motif. C'est vraiment que c'est un petit peu rigolo, mais en même temps, ça démontre à quel point les pays arabes sont pas autonomes dans leur capacité d'agir de façon géopolitique, et d'inventer une excuse comme ça. On peut se poser la question, est-ce que c'est pas aussi pour quelque part plaire à Trump et aussi dans l'obtention de cette fameuse Coupe du Monde? Est-ce que ça peut aider peut-être en termes de relations, parce que je pense que Trump avait menacé certains pays pour le soutien du Maroc et que il était un peu contre. Donc comme par hasard, le Maroc qui déclare ça surprend beaucoup de personnes. Après, je suis pas un spécialiste de la question, mais on peut se poser la question, est-ce qu'il y a un lien avec la volonté d'obtenir la Coupe du Monde au Maroc? Ouais, en tout cas, voilà, on pourra en parler parce que c'est vrai quand même une décision un peu surprenante. En même temps, pas franchement, on rappelle quand même que le Maroc fait partie de la coalition qui est menée par l'Arabie Saoudite et qui massacre les Yéménites, faut le dire. Le Maroc en fait partie. Voilà, c'est pas un secret pour personne. Donc finalement, le Maroc a fait le choix, j'allais dire, de suivre les plus forts. De suivre, je sais pas si c'est les plus forts, mais en tout cas de suivre l'Arabie Saoudite. Pour ce qui est des plus forts, je ne sais pas. Oui, plus fort militairement. Après, plus fort militairement, l'Arabie Saoudite. Excuse-moi, ils sont vraiment. Non, mais le camp le plus fort, c'est-à-dire les États-Unis, la France, tous ces pays-là qui sont toujours ensemble. Israël, absolument. Pour s'en prendre aux pays arabes, et souvent avec la complicité d'autres pays arabes. D'ailleurs, MBS qui a déclaré dans un journal il y a pas longtemps que les Palestiniens avaient intérêt de suivre les recommandations de Trump. Sinon, voilà. De se la fermer, je crois, vulgairement. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, c'est des propos qui lui appartiennent. Enfin, si c'est vraiment vrai, bon, il y a rien de dramatique. Si c'est vraiment vrai qu'un prince à ce niveau-là ait tenu ce genre de propos, quand on connaît un petit peu l'Arabie Saoudite politiquement, leur position, il y a rien de surprenant. Ouais, rien de surprenant, Fatima. Non. Par rapport au Maroc, le fait que le Maroc se cale sur les intérêts, mais encore une fois géopolitiques de l'Arabie Saoudite, de son camp en fait, Arabie Saoudite, États-Unis, pour pas dire Israël, parce que voilà, il y a aussi des intérêts là-dessus. Bon voilà, donc voilà, effectivement, donc c'est qu'un prétexte, cette histoire d'armement du Polisario, c'est vraiment encore une fois, c'est un faux prétexte. Ouais. Oui, puis c'est vraiment. Alors que je pensais que c'était réglé cette question. Ça a été démenti. On rappelle, pour ceux qui nous rejoignent, ça a été démenti évidemment par l'Iran, qui rigole d'ailleurs de cette prise de position, par le Hezbollah également. Voilà, donc on sera peut-être amené à en reparler. Est-ce que ça aura des conséquences? Je ne sais pas. Pour l'heure, voilà, il faut savoir que le Maroc a décidé de rompre ses relations avec l'Iran.
Tiens, on arrive bientôt à un anniversaire, celui d'Emmanuel Macron, 1 an au pouvoir. Eh ouais, mais les Français sont pas vraiment satisfaits. Hein. D'après un dernier sondage, les chiffres, je vais vous les donner dans un instant, ne bougez pas. Mais auparavant, un petit avis tranché. Alors, qui va commencer ? Celle qui arrive en retard ou celui qui était à l'heure? Je ne sais pas, moi. La politesse et la courtoisie veut qu'on commence par... celui qui était à l'heure, par Fatima. Non, je t'en prie, non. Ne vous battez pas. Fatima Wassak dans un instant. En plus, elle va nous parler d'un sujet qui va tous nous intéresser, puisque tu vas nous parler de police et de banlieue. Oui. Après les coups de feu qui ont été tirés sur le quartier de la Capsulerie à Bagnolet. Voilà. Ah oui. Ouais, c'est encore ça tendu, a tiré vers chez toi. C'est tendu depuis au moins 2 semaines. Ouais, un peu moins 10 jours et il y a eu des coups de feu. Bon, ça s'est arrêté évidemment. Ça s'est arrangé. Bon. Mais il y a eu quand même des coups de feu et voilà, ça a mis en panique beaucoup de gens, des familles, les enfants, etc. Et il y a de quoi. On en reparle dans un instant, bien sûr, avec vos appels, bien sûr, au 01 40 33 9000. Ce qui nous emmènera d'ailleurs à passer après au zapping et pour parler de ce qui s'est passé à Paris. Ça a été violent hier, hein. On a découvert les Black Blocs. Moi, je les connaissais même pas. Ces gens-là, vous les connaissiez, vous? Les Black Blocs? Ouais, on avait entendu ce phénomène, je crois, dans les années 80 du côté de l'Allemagne. Ouais. On avait déjà entendu ça. Et puis hier, ils en ont reparlé très brièvement. Ouais. Mais bref, c'est vrai que c'est de guérilla dans Paris. Hein. Ouais, c'est impressionnant. Moi, je me pose la question est-ce qu'ils sont laïcs, ces gens-là? J'aimerais bien savoir s'ils sont laïcs. Ah, ouais. Ça, je ne sais pas. À tout de suite sur France Maghreb 2. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous. Une bonne après-midi en ce mercredi 2 mai. Oui, nous y sommes, ça y est, le mois de mai étant là. Fatima Wassak et Nadir Kaya sont avec nous aujourd'hui. Et vous allez pouvoir évidemment nous appeler dans un instant, notamment peut-être après l'avis tranché de Fatima Wassak pour nous donner un petit peu, votre ressenti, votre avis. On va parler de police et de banlieue avec Fatima Wassak dans son avis tranché. On est prêt? Ouais. Je suis prête. Nadir, c'est bon, on est prêt de ton côté? Ouais, très bien. Eh ben c'est parti, on balance le jingle pour l'avis tranché de Fatima Wassak. Le jingle, s'il vous plaît. 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors Fatima, on va parler donc effectivement de police et de banlieue. Ouais, essayer de répondre à la question de savoir si contre les trafics de drogue et contre les violences, s'il faut plus de police à Bagnolet en particulier et dans les quartiers populaires en général. Vous en avez certainement entendu parler. Il y a quelques jours, des coups de feu ont été tirés dans le quartier de la Capsulerie à Bagnolet, dans le cadre de ce qui est sûrement un règlement de compte. Tous les Bagnoletais et les Bagnoletaises, dont moi évidemment, avons été choqués et sommes encore choqués par cette infamie, tirer des coups de feu et prendre le risque qu'une balle perdue blesse ou tue des gens, notamment nos enfants, est une honte absolue. Et il faut à tout prix se mobiliser pour que ça n'arrive plus jamais. Alors évidemment, ces coups de feu ont amené les médias sur le quartier que les médias connaissent bien puisqu'ils font régulièrement des reportages sur la Capsulerie, une des plaques tournantes de la drogue dans le 93 et dans toute la région parisienne en vérité. Alors qui dit buzz média dit représentants politiques qui tout à coup ont plein de choses à dire sur le sort des pauvres habitants de ce quartier. Et donc que proposent les représentants politiques en question? Les représentants politiques de la ville, ils proposent plus de police, un plus grand commissariat, un plus gros commissariat. Voilà, plus de police, avec plus ou moins de social, selon les représentants politiques. Mais tous veulent en tout cas plus de police. Alors, que dire ? Premièrement, rappeler que l'année dernière, l'association EEB, dont je fais partie, qui est une association de parents à Bagnolet, a organisé pendant de nombreux mois une série de réunions publiques et de rassemblements à propos d'un gros problème, celui des ascenseurs régulièrement en panne dans des immeubles de 18 étages, en panne depuis 4 ans aujourd'hui. Alors, le déclic de notre mobilisation a été à l'époque un accident lors duquel une femme, Madame Fatoumata Dramé, a failli mourir, accident dû à une défaillance technique d'un ascenseur. On s'est donc mobilisé avec les habitants du quartier contre le bailleur dit social avec de grosses guillemets, donc Logirep, bailleur bien connu qui ne respecte pas les droits et la dignité des habitants de ce quartier. Imaginez des personnes en fauteuil, bloquées chez elles et qui ne pouvaient pas avoir leurs soins, des personnes âgées, angoissées à l'idée de sortir de peur de rester bloquées dans l'ascenseur, des femmes enceintes devant monter 17 étages, etc., etc. Alors pourquoi je parle de cette mobilisation contre les ascenseurs en panne et contre Logirep, que l'on a menée en tant que parents? Parce que les représentants politiques dont je parlais tout à l'heure, si prompts à venir prendre le micro et parler du sort des habitants de la Capsulerie, n'étaient pas vraiment intéressés
à l'époque par le sort des habitants, à part le maire, je tiens à le dire, qui a accepté de nous mettre à disposition un bus pour un rassemblement devant le siège social de Logirep et qui a quand même mis un petit coup de pression au bailleur, non négligeable le coup de pression. Mais Madame Dramé, qui a failli mourir donc dans l'ascenseur, n'a reçu le soutien d'aucun représentant politique, même pas un petit mot, RAS, voilà, rien à signaler, circuler, il y a rien à voir. Pourtant, à la capsulerie, il y a tous les problèmes sociaux de France concentrés. En tout cas, il y a plein de problèmes à régler pour qui s'inquiètent réellement du sort des habitants. Et pourtant, donc, on n'y voit jamais de représentants politiques. C'est dire l'amertume des mamans de l'association et de beaucoup des habitants du quartier de la capsulerie quand nous avons vu dans les médias ces représentants politiques venir parler pour les habitants de ce quartier et pour venir demander quoi en plus? Plus de police, plus de sécuritaire. Avec l'argument magique, mais madame, la sécurité, c'est un droit. Justement, monsieur, oui, la sécurité, c'est un droit, parlons-en. À la capsulerie, les habitants ont le droit d'être en sécurité quand ils prennent l'ascenseur. Ils ont le droit de pouvoir sortir de chez eux sans risque. Ils ont le droit que leurs enfants jouent en sécurité dans le parc en bas, sans être obligés de cohabiter avec les rats présents par milliers dans le quartier de la capsulerie à cause d'une gentrification massive et de la construction d'hôtels à touristes dans les alentours. Le droit de vivre aussi sans amiante. Le droit à la sécurité, c'est aussi le droit pour les enfants de ne pas être blessés, voire pire, quand ils sont dans leur classe d'école. Sachez que dimanche dernier, un plafond s'est effondré dans une école publique du quartier, l'école Langevin. Heureusement, il n'y avait pas d'enfants, mais est-ce que vous vous rendez compte ? Les enfants ont le droit d'aller à l'école publique qui ne soit pas de seconde zone et pas dangereuse pour leur santé et leur vie. Les habitants du quartier ont aussi d'autres droits sociaux, par exemple le droit d'avoir des services publics non répressifs sur le quartier. Le directeur du centre social de la Fosse à la capsulerie, qui était un excellent directeur avec lequel justement notre association pouvait travailler sur de vrais projets d'éducation populaire, de vrais projets à long terme, quitte son poste depuis la semaine dernière, et on devine que c'est parce qu'on ne lui a pas donné les moyens de travailler. J'ajoute qu'on vient de sucrer les créneaux de sport à une association de jeunes du quartier, l'AEB. Et je ne parle pas de ces représentants politiques, pour certains, qui tentent de saboter toutes les initiatives associatives et populaires, du moment que cela ne fait pas le jeu électoraliste et clientéliste de tel ou tel de ces représentants politiques. À croire qu'on ne veut pas réellement que les habitants du quartier se mobilisent et s'en sortent, comme si on ne voulait pas réellement que les habitants de ce quartier populaire se prennent en main politiquement. Là, je parle en tant qu'habitante bagnoltaise, en tant que membre d'une association bagnoltaise et en tant que maman surtout. Nous ne voulons pas plus de police sur Bagnolet. Nous ne voulons pas d'un plus gros commissariat. Il y a déjà un commissariat à Bagnolet. Ce n'est pas de l'angélisme ou du bisounoursisme que de dire ça. Au contraire, les habitants des quartiers populaires sont très lucides. On a une parfaite connaissance des enjeux, même plus que n'importe qui. On voit tout. On voit tout. On connaît très bien le jeu politique, on connaît très bien les intérêts politiciens, on connaît très bien la nature réelle du combat des pouvoirs publics contre la drogue, du combat entre guillemets. Tout ça, on connaît mieux que quiconque et c'est pas à nous qu'on va faire des leçons d'angélisme. On parle en tant que concernés et expérimentés. Et on s'appuie sur notre expérience notamment de parents pour dire que les problèmes de violence et de drogue sur le quartier se régleront quand les habitants pourront se réapproprier les espaces du quartier. Voilà, c'est simple. Déjà, qu'on ne les bloque pas dans leurs immeubles, que les enfants puissent jouer sans risque, que le bailleur respecte les gens, qu'il y ait des activités sur le quartier, que les gens puissent se réapproprier leurs espaces. Il faut plus de services publics non répressifs sur le quartier, parce que là, il n'y a rien. Même le centre social qui aurait pu être central pour animer le quartier n'est pas investi par les pouvoirs publics. Par ailleurs, nous avons une expérience d'extrême violence sur Bagnolet. Il y a quelques années, un jeune est mort dans le cadre d'un règlement de compte entre bandes rivales. Qu'est-ce qui a permis d'arrêter le cycle de la violence ? Plus de police ? Non, c'est une association de parents qui s'appelle l'APIC et ça a très bien fonctionné. C'est une association de parents qui a très bien travaillé sur le terrain et les tensions entre jeunes se sont arrêtées justement grâce à ce travail de terrain de l'association. Il faut donc s'appuyer sur nos expériences de terrain qui ont fonctionné et pas appliquer les formules populistes qui passent bien à la télé. Quelles actions positives, constructives chacun d'entre nous peut mener ? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Comment on peut créer plus de liens sociaux, plus de solidarité sur le quartier ? Voilà, on a plein de gens qui ont cette expérience sur Bagnolet. C'est avec ces personnes-là qu'il faut pouvoir travailler et c'est sur ces personnes-là qu'il faut pouvoir s'appuyer. Enfin, dernier élément qu'on a évidemment en tête. La justice française vient de condamner, vous le savez, l'État pour contrôle au faciès. Donc, pour contrôle raciste effectué par la police. C'est pas moi qui dis. C'est la justice française qui le dit. C'est l'État lui-même qui dit que la police a des pratiques discriminatoires. C'est l'État français qui le dit. Les jeunes hommes noirs et arabes ont 20 fois plus de risques d'être contrôlés par la police que les jeunes hommes blancs.
20 fois plus. Et c'est encore une fois, c'est l'État français qui le dit. Contrôle avec leur lot de tensions, de violences, de tutoiements, de fouilles au corps humiliantes. Ces chiffres sont officiels. En tant que maman d'un petit garçon arabe qui va grandir et devenir un adolescent et donc potentiellement entrer dans les chiffres que je viens de donner, je ne veux pas que mon fils soit encore plus confronté au quotidien à la violence de l'uniforme et des armes parce que la seule présence policière est déjà pour les habitants des quartiers populaires une violence policière. Nous avons tous en mémoire les enfants Ziad et Bouna qui sont morts en 2005 à la suite d'un contrôle au faciès. Voilà, moi personnellement je ne veux pas de ça pour mon fils. Pour conclure, il faut dire non, on ne veut pas plus de police, on ne veut pas de ce discours négatif, stérile et démissionnaire, on veut des idées positives, des idées constructives, on veut de la politique et on veut du progrès social. Il faut exiger donc plus de services publics non répressifs, c'est ce qu'on appelle l'État social. Il faut exiger que les représentants politiques arrêtent d'entraver les initiatives et les projets portés par les habitants des quartiers populaires de peur de perdre le pouvoir ou le contrôle sur ces quartiers pour nous réapproprier nos espaces et le sort de nos enfants. Je termine par un mot et c'est pour information. Donc l'association EEB puis l'association de jeunes de quartier dont je parlais tout à l'heure, l'AEB, organise pour échanger sur de potentielles mobilisations un premier rassemblement ce vendredi 5 mai à 19h, donc après-demain à 19h 4 mai. On est le 4 mai? Oui, non, vendredi 4 mai. Vendredi 4 mai, pardon. Vendredi 4 mai à 19h devant le centre social La Fosse aux Fraises, donc qui est le centre au cœur du quartier de la Capsulerie à Bagnolet. Donc j'invite les Bagnoltais et les Bagnoltaises à venir à ce petit rassemblement et c'est vraiment pour échanger, discuter sur ce qu'on peut faire ensemble pour créer du lien et de la solidarité sur le quartier. Merci Fatima. Merci à toi. Prenons en exemple évidemment ce qui se passe chez toi du côté de Bagnolet. Mais ce n'est pas, j'allais dire, une ville à part. Ce genre de problématique que tu as énuméré au cours de ton avis tranché, on peut le retrouver aussi ailleurs, n'est-ce pas Nadir? Ça te parle? Tout à fait. Non, mais bien sûr que ça parle parce que c'est la réalité de toutes les banlieues, de tous les quartiers populaires. Donc alors la question qui est posée par Fatima et qui est intéressante aujourd'hui, est-ce que finalement dans un quartier ou dans un endroit où il y a de la violence, où il y a de la drogue, où il y a des trafics, où il y a etc., est-ce que de mettre plus de police répond, j'allais dire, à cette violence et peut-être terminer ce cycle de violence? Bah la preuve que non, forcément. On le voit en tout cas. Donnez-nous votre avis 01 40 33 9000. Vous peut-être d'ailleurs qui habitez Marseille, vous êtes confronté peut-être aussi dans les quartiers nord à ce genre de problématique. Vous êtes habitant justement de ce que l'on appelle, j'aime pas trop le terme, mais les quartiers populaires, eh bien, vous nous appelez pour nous donner un petit peu votre sentiment. Nadir, est-ce que mettre plus de police, d'agrandir les commissariats, ça résout les problèmes de violence, de trafic? Non, pas du tout. Si c'était la solution, on le saurait depuis le temps. Non, c'est un ensemble de solutions qu'il faut apporter à un ensemble de problèmes. Même aujourd'hui, par rapport à l'actualité, notamment le énième plan Borloo, qui peut paraître intéressant, mais bon, c'est du réchauffé. Il y a des éléments qui sont pas pris en considération, notamment tout ce que disait Fatima et ce qu'on peut dire, notamment quand on discute avec certains médias, tout ce qui est stigmatisation, discrimination, contrôle au faciès, toute cette violence qui existe dans les quartiers et qui est pas de notre fait. Ça c'est une chose qu'il faut prendre en compte. Après qu'on essaie de trouver des solutions sur les trafics de drogue, oui, moi ça m'intéresse parce que c'est aussi une réalité qui nuit au quotidien aux familles et à tout le monde qu'il faut savoir aussi dénoncer parce que je pense qu'aujourd'hui si on veut régler les problèmes c'est un ensemble. Autant on peut s'en prendre aux hommes politiques de gauche comme de droite qui ont failli ou qui se sont servis des problèmes et de la situation des banlieues pour exister, pour mettre en place des politiques qui sont souvent inefficaces. Il faut prendre le problème dans sa globalité et travailler surtout avec les acteurs de terrain. Et je pense que l'ami Borloo peut être sincère dans sa démarche, mais je pense que c'est pas la solution aujourd'hui pour régler le fond du problème, c'est-à-dire aussi le passif qui existe depuis 30 ans dans les quartiers populaires. Vos appels au 01 40 33 9000 pour nous donner un petit peu votre sentiment. Est-ce que plus de police règle les problèmes dans les quartiers populaires ou dans les endroits en tout cas où il y a de la violence? Je sais que par exemple à Astin, j'ai cru entendre et lire aussi qu'il y avait des gros problèmes de violence au sein des établissements scolaires. Et les profs n'en peuvent plus, les élèves non plus, les parents n'en parlons même pas. Des violences justement dues à des trafics qui se déroulent à proximité des établissements scolaires, c'est aussi des problèmes qu'on peut retrouver dans pas mal d'endroits. Fatima, Nadir, là pour le coup.
Ouais, alors il faut voir les problèmes. Et de toute façon, on est tous d'accord sur le diagnostic en fait. Les problèmes, qui veut de la violence dans son quartier, qui veut du trafic de drogue dans son quartier. Donc on est tous d'accord sur le diagnostic. Maintenant, là où on n'est pas d'accord les uns et les autres, c'est sur les solutions à apporter. Et surtout, moi, ce qui m'étonne, c'est que les hommes politiques qui prétendent, les hommes et les femmes politiques qui prétendent avoir des solutions et venir au micro pour proposer leur science en la matière, ne s'intéressent pas à aux expériences en fait de terrain, aux expériences locales. C'est-à-dire que par exemple à Fresnes, quelqu'un comme Almami Kanouté avec sa petite équipe, voilà, lui peut témoigner des raisons pour lesquelles ils ont réussi à nettoyer entre guillemets le quartier des trafics de drogue. Voilà, c'est pas la police. Voilà, il faudrait faire comme ça une petite enquête en France pour savoir, voilà, à partir du moment où il y a eu trafic de drogue et violence et règlement de compte, etc. Qu'est-ce qui a fait que ça s'est arrêté? Qu'est-ce qui a fait que le cycle de violence s'est arrêté? Moi, j'attends là peut-être les auditeurs et les auditrices, peut-être qu'ils peuvent témoigner de ça. Moi, j'ai pas une seule personne, une seule organisation qui m'ait dit, voilà, dans tel quartier, dans telle ville, ça s'est arrêté parce qu'on a fait plus de sécuritaire, par exemple. En réalité, ça s'arrête. Le tout sécuritaire, finalement, n'est pas forcément la réponse adéquate. C'est le fait d'être dehors. Nous, quand on organise, par exemple, sur la capsulerie, des temps avec les enfants, etc., ça, on voit que ça change quelque chose dans le quartier, en fait. C'est qu'on se réapproprie l'espace. C'est pas la même chose. Il y a de la vie, il y a de la solidarité. On parle aussi de ce que font les associations qui font un travail quand même pour certaines d'entre elles absolument incroyable et qui quand on les laisse travailler. Voilà, quand on les laisse travailler, vraiment ça se passe très bien. Je pense que réellement, si les politiques étaient sincères dans leur démarche de vouloir régler les problèmes des quartiers, ils s'appuieraient sur l'expertise des associations. Mais le fait est que ces gens-là sont dans un espace politique et en fin de compte se jouent de cette situation pour asseoir leur pouvoir ou pour il faut parler d'un terme aussi qu'ils aiment pas qu'on utilise, mais le clientélisme. Aujourd'hui, je pense qu'on est en capacité dans les quartiers de régler certains problèmes. Il faut nous donner les moyens, il faut aussi nous accompagner. On peut pas tout faire, on n'est pas non plus des policiers ni la justice, mais moi je suis d'avis à croire que on peut en partie résoudre les problèmes de drogue par des dialogues, par des mises en place de différentes activités pour mettre en avant de l'exemplarité à notre niveau, et ce qui permettrait aussi à beaucoup de jeunes de choisir des chemins plus nobles, avec plus de succès, et en même temps véhiculer et rappeler aux uns et aux autres que tout ce qui concerne le trafic de drogue nuit fortement aux individus, mais également à leur famille, à leur milieu très proche. Et c'est des discours qu'il faut tenir de façon incessante, parce que on a vu les ravages depuis 30 ans dans nos quartiers. Donc je pense pas que la police pourra résoudre ces problèmes parce que elle est débordée, parce qu'elle est pas dans une phase de résoudre vraiment les problèmes. Elle est plus dans une phase d'affrontement, de répression. Et je pense pas que les moyens supplémentaires vont résoudre ce problème. Je pense que c'est vraiment à nous, citoyens des quartiers populaires, de comprendre qu'on a notre part à jouer là-dedans, parce que ce sont nos problèmes et c'est à nous de régler une partie de ces problèmes. On va voir ce qu'en pense Driss, qui nous appelle au 01 40 33 9000. Bonsoir Driss. Bonsoir tout le monde. Vous nous appelez de Paris? Exactement. Alors je partage en partie l'avis de Fatima, c'est ça? Oui, Fatima Wassak. Voilà, exactement. Je partage en partie son avis. Je pense pas que plus de police pourra résoudre les problèmes, parce que là, la police elle est plus dans une optique de répression et voilà, parce que, bon, ils sont débordés et tout ça. En l'état actuel, ils pourront pas faire grand chose pour indiquer toute la violence, le trafic, ce genre de choses. Mais je pense que ça pourrait se résoudre sur le long terme, en faisant de la prévention sur les jeunes, sur les enfants, même, parce que ça commence très tôt, ça. Il faudrait les prendre quand vous voyez des petits, des enfants au lieu d'être à l'école primaire d'ailleurs, qui traînent dehors, des tout petits, ça joue beaucoup. Après, petit à petit, il pourrait basculer sur les trafics. Vous pointez du doigt quoi, clairement? L'éducation, les parents? Ouais. La responsabilité des parents? En partie aussi, mais en partie, mais je pense qu'aussi dans la majorité des quartiers, il y a rien qui est fait pour les enfants. Dans certains, il y a même pas de parc, même une petite balançoire, il y a pas quoi. Ouais. Quand t'as 9 ans, tu t'occupes, tu fais des bêtises, et au final, une bêtise qui en entraîne une autre, ça grossit, et voilà quoi. Ouais. Merci Driss pour votre avis en tout cas. Voilà pour votre avis au 01 40 33 9000. C'est vrai, Fatima, on a tous habité dans des quartiers populaires, en tout cas tous autour de cette table, des cités, de ce qu'on appelle des cités. Bon, faut pas se le cacher, des gamins de 8 ans, 9 ans qui traînent à 22h le soir, on en a vu. Voilà. Non, mais alors, même pas, mais non, c'est même pas ça le problème. Franchement, à la capsulerie, parce que là, parlons de choses précises. À la capsulerie, parce que on a l'impression que c'est les jeunes du quartier qui vendent, qui dealent.
mais c'est même pas les jeunes du quartier. En réalité, maintenant, ça a changé les trafics de drogue dans les quartiers populaires. Voilà, c'est des gens de l'extérieur qui viennent. Voilà, donc déjà de dire oui, mais dans le quartier de la Capsurie, déjà occupez de vos gosses, etc. Occupez-vous de vos gosses. Ils iraient, du coup, ils iraient pas traîner les rues, etc. Ça n'a pas de sens en fait. Donc il faut déjà, voilà, savoir ça. C'est que souvent les jeunes qui viennent dealer dans les quartiers populaires, de plus en plus, ils viennent de l'extérieur. Et franchement, non, il n'y a pas de jeunes, de petits de 8-9 ans comme tu dis dans les quartiers. Il y en a beaucoup moins que quand on était petit. Tant mieux. Je passais. Mais non, pourquoi ? Moi, je passais ma vie dehors quand j'étais petite, et c'est très bien. Moi, j'ai fait ma construction, mon éducation, etc. Aussi parce que je jouais avec les d'autres enfants dehors, etc. C'est une forme de sociabilité et qui nous manque aujourd'hui, je trouve. Voilà, aujourd'hui, on est collé à nos enfants comme ça mais dehors. Aujourd'hui, avec le contexte actuel, c'est difficile comme de laisser ton gamin à 22h dehors. Mais on peut pas s'en réjouir forcément. C'est-à-dire que c'est pas forcément négatif de pouvoir jouer dehors avec les camarades, même très tard le soir. Il y avait une certaine forme de convivialité, de contrôle social du quartier. C'est-à-dire que c'était les gens dans le quartier qui regardaient par la fenêtre et qui regardaient s'il se passait des choses et ça. Et de fait, il se passait rien. Voilà, nous on a toujours, mes frères et moi, on est 8, on a toujours traîné les rues comme on dit. Et alhamdoulilah, ça s'est très très bien passé. Donc il faut pas croire que parce qu'on est dehors, au contraire, il faut être dehors, il faut occuper l'espace. Il faut que les femmes soient à l'extérieur, il faut que les enfants soient à l'extérieur, il faut que les jeunes de quartier puissent aussi être dehors, avoir des activités. Il faut les encourager dans leurs activités. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'AEB par exemple, donc c'est une association sportive, on leur enlève des créneaux, mais ils font quoi les jeunes du coup en attendant? S'ils font pas du sport, si les écoles, par exemple, on parle des écoles, mais les écoles, je vous assure que c'est vrai. Dimanche, il y a un plafond qui s'est effondré. Un plafond. Tu te dis, mais on est dimanche, il n'y a pas des enfants. Mais c'est quoi cette école de la République, là, école publique, où les plafonds s'effondrent? Il y avait des cas similaires, je crois, du côté de Marseille aussi, des écoles qui étaient dans un état catastrophique. Tu vois, mais bon, c'est propre à plein de quartiers, donc après, c'est vrai que c'est une situation globale. Hein. C'est des moyens, certes, qu'il faut, c'est de l'argent, mais c'est aussi faire confiance aux acteurs de terrain, comme le disait Fatima. Il y a des associations extraordinaires qui font un travail extraordinaire dans tous les domaines. Aujourd'hui, il y a des compétences dans tous les domaines dans les quartiers populaires, et il faut aussi que les politiques arrêtent de jouer ce jeu malsain entre eux, gauche, droite, à savoir qui va contrôler un peu plus les villes, les individus, le clientélisme. Ça nuit fortement à notre bien-être et à notre capacité de développer nos projets, de les accompagner et puis surtout de répondre aux besoins qui peuvent être attendus dans les quartiers. Bon, en tout cas, vous pouvez nous en parler, bien entendu, en nous appelant 01 40 33 9000. J'en parlais tout à l'heure. Fatima, Nadir, auditrice, auditeur. Emmanuel Macron qui fête dans quelques jours le premier anniversaire de son élection. Eh bien, les 2/3 des Français se disent déçus, selon un sondage Ipsos pour France Télévisions. 36% des personnes interrogées pensent même que la France va plus mal depuis un an. Vous partagez cet avis? Depuis un an, ça va plus mal en France, depuis que Macron est arrivé? Ça dépend de la question qui est posée parce que et ça montre bien tout le côté biaisé des questions qui sont posées lors des sondages. C'est que si vous me posez par exemple la question de savoir si je suis déçu par Macron, et ben moi je vais faire partie du tiers qui va vous dire non, je suis pas du tout déçu de Macron. Pourquoi? Parce que j'en attendais rien. Donc vraiment la question de la déception, voilà, c'est un biais. C'est ce qu'on appelle un biais en termes de sondage. Non, on n'est pas du tout. Enfin, il y en a beaucoup qui sont pas du tout déçus. On savait quand même, il a largement annoncé la couleur pendant la campagne il a tenu ses engagements, présidentielle. Voilà. Et même avant, lorsqu'il était ministre avec la loi travail. Donc la casse, par exemple, la casse des services publics, le fait qu'il travaille quand même pour l'essentiel pour les patrons et pour les banques. Et c'est vraiment pas une caricature, c'est vraiment le cas. Bon voilà, il applique à la lettre son programme. Et la petite phrase de Hollande, non, c'est le président des riches. Non, pas du tout, c'est le président des très riches. Vous l'avez vu ça? J'ai entendu, mais même lui est mal placé pour. Voilà. Franchement, ils nous ont fait perdre des années tous ces gens-là parce que. Mais bon, après, tort aux Français parce que en fin de compte, on sait à qui on a affaire quand on élit des gens comme ça, des énarques, des gens qui sont dans leur milieu à eux. On peut pas après se plaindre en disant oui, mais il avait promis ça. Non, il a promis des choses, il les a faites. C'est vrai qu'il est dans une logique. Ça, on peut pas lui reprocher. Malheureusement. Il a annoncé la couleur, il est en train de faire ce qu'il a dit finalement. Il est dans une logique de continuer à satisfaire les plus influents, les plus puissants, et comme toujours, c'est le peuple qui va en pâtir, parce que le peuple n'a pas conscience de sa capacité à être une vraie force en France, et malheureusement, il est souvent dans l'abstentionnisme et dans le déni, au lieu d'être sur le terrain, comme beaucoup d'entre nous, dans les quartiers populaires. Après, Christophe, il y a un truc quand même qu'on oublie. Oui. C'est que ce qui s'est passé quand même pendant la campagne présidentielle, c'est quand même un gros chantage au vote Macron.
Est-ce que tu te souviens? Est-ce que vous vous souvenez? Toujours pareil par rapport au... Ouais, c'est le Front National. Front National. Il y a des gens Moi, aussi, au effectivement, National, ils ont voté Macron, mais pourquoi? Parce mais qu'il y ils le font avait... tous depuis des années maintenant, le chantage au Front National. Du coup, il y a ça aussi maintenant, parce qu'il y a des ministres qui viennent et qui disent oui, mais alors, lorsqu'il y a des contradictions comme ça, des contradicteurs, on leur répond oui, mais de toute façon, c'est ce qu'avait annoncé Macron. Donc, les Français ont désigné Macron et du coup, bah voilà, il faut appliquer ce qu'a dit Macron à l'époque. Non, pourquoi vous rappelez pas que vous avez comme ça, brandi, pardon, oui, la menace. Voilà, l'épouvantail. Marine Le Pen en disant attention, le Front National, ils vont rentrer chez vous et puis ils vont manger vos enfants, etc. Enfin, il y a quand même beaucoup de gens qui ont voté, voilà, en tremblant des mains. Et ça, on a tendance à l'oublier en fait. Qu'il y avait ce. Et franchement, c'est une bonne expérience. Ils utilisent 2002 comme exemple en fait. Et c'est de pire en pire. Voilà. C'est-à-dire que vraiment, c'est de pire. Ça arrange tout le monde. Et à chaque fois, Marine Le Pen qui prend des voix supplémentaires, c'est-à-dire que lui, en plus, avec la casse des services publics, avec son ultralibéralisme, etc. Ben voilà, c'est ce qu'on dit depuis longtemps déjà. Il crée de la matière, il crée des votes pour Marine Le Pen. Donc voilà, il faut attendre les prochaines élections et je pense que ça va être encore pire que les dernières. Dans un instant, on va parler de Tariq Ramadan. C'est aujourd'hui qui devait être fixé sur sa remise en liberté. Eh bien, il n'est pas libre puisqu'il sera entendu par les juges le 5 juin. Je vous donnerai un petit peu les raisons qui sont invoquées par la justice sur son refus, en tout cas, de le libérer. En même temps, son avocat, donc ce matin chez nos confrères d'Europe 1, on l'écoutera dans le zapping, s'en prend à l'une des plaignantes, Christelle en l'occurrence. Et puis on parlera de cet élu des Républicains à Toulouse qui juge qu'il y a trop d'Arabes à Toulouse. C'est ce qu'il a déclaré sur une radio israélienne. Alors là, il est en train de revenir en arrière en disant non, j'ai pas voulu dire ça. J'ai parlé en hébreu, une langue que je pratique pas très bien. Donc c'est un problème de traduction, j'ai pas de problème avec les Arabes, juste avec les islamistes, a-t-il dit. Cela dit, le maire de Toulouse a quand même ouvert une enquête et a déclaré que si toutefois les propos étaient confirmés, eh bien il serait démis de toutes ses fonctions. Voilà, le zapping, tout cela à suivre dans un instant, sans oublier l'avis tranché de Monsieur Kaya qui va nous parler de la communauté, c'est ça? Oui, c'est une lettre ouverte. C'est une lettre en forme de soutien par rapport à la communauté, par rapport à ce qu'elle a subi depuis des années, à sa capacité à rester calme et à être tenace face à cette ambiance malsaine qui consiste à la montrer du doigt pour tout et pour rien. Et c'est un Algérien qui dit ça, hein. C'est formidable. Ouais, restez pourquoi? calme. Moi je rigole, restez calme pour un Algérien. Hein? Oui. À tout de suite. C'est en France Maghreb 2. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous. Fatima Wassak et Nadir Kaya sont avec nous aujourd'hui en ce mercredi après-midi. Soyez les bienvenus. Bon courage à tous ceux qui reprennent le taf là après un long week-end. Ah, le mois de mai, c'est vraiment pas le mois des patrons, hein, pour le coup, avec les ponts, là. Et la semaine prochaine, vous avez vu, il y a 2 jours fériés la semaine prochaine. 8 mai et l'Ascension. La même semaine. Formidable, ça, hein. Voilà. Comme chaque année, non? On va pouvoir. Non, d'habitude, quand même, il y a un petit répit. Enfin, c'est. Là, c'est rare, en tout cas, que la même semaine, on a 2 jours fériés comme ça, le 8 mai, puis l'Ascension. C'est plus tard, d'habitude, vers le 20 mai, l'Ascension. Là, cette année, c'est le 10 mai. Bon, ceci étant, je vous rappelle 2-3 petits trucs importants avant de retrouver Nadir Kaya pour son avis tranché, pour cette lettre d'encouragement à cette communauté musulmane, c'est ça? Tout à fait, ouais. J'appelle ça une lettre d'encouragement par rapport à la situation. Très bien. Alors, la question du jour, justement, le Ramadan approche un gros pas. On est à 2 semaines maintenant de ce mois, de ce début de ce mois sacré béni qu'on attend tous avec impatience. Je sais que ça va être dur pour les fumeurs que je suis, par exemple. Voilà, mais bon, en tout cas, c'est vrai, on a quand même l'impression quand même que c'est le moment qui est idéal pour essayer d'arrêter, par exemple. Tiens, peut être une bonne chose. Et donc, eh bien, la question qui vous est posée aujourd'hui, est-ce que vous êtes plus méthode traditionnelle ou est-ce que vous êtes plus méthode scientifique? Vous répondez, vous continuez de répondre sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Pour l'heure, on peut dire clairement que la majorité l'emporte, c'est-à-dire vous êtes plutôt côté traditionnel et vous attendez justement à ce que l'on annonce durant la nuit du doute le début du Ramadan, soit pour le jour, donc le lendemain ou le surlendemain. Eh bien, vous continuez de voter et vous rappelle également l'événement du Grand Forum qu'on organise, la spéciale du Grand Forum. Ça se passe le 20 juin prochain après le Ramadan, histoire de bien se retrouver ensemble, histoire de bien faire la fête la veille de la fête de la musique, avec des artistes de renom qui seront présents. Toute l'équipe du LGF, dont Fatima Wassak qui sera de la partie, elle va être très belle ce soir, vous allez voir. Nadir Kaya évidemment et toute l'équipe du LGF, de la radio aussi. Eh bien, vous pourrez venir d'ores et déjà réserver votre place en téléchargeant votre ticket gratos, c'est gratuit. C'est sur le www.cabaretsauvage.com que ça se passe. Pour l'heure, l'avis tranché de Nadir Kaya. Jingle, c'est parti. Ah bah non, il n'y a pas de jingle, l'ordinateur m'a planté. Je suis désolé, mais on y va tout de suite, mon cher Nadir.
On t'écoute, Nadir. Jingle, Alors, il marche pas là. Je commence par le début. Donc c'est toujours mieux. Oui. C'est toujours mieux pour commencer. Aux citoyens musulmans, aux croyants, aux soumis à Allah, vous qui avez choisi la voie de la soumission par l'accomplissement de prières, d'invocations et de rappels, afin d'être meilleurs demain et de propager cette philosophie intemporelle. Vous avez choisi la lumière face à l'obscurantisme des hommes sans foi, sans loi. Votre vie est faite d'épreuves et de signes pour vous. Vous guider, vous préserver dans cette vie d'ici-bas, où rien ne dure, où tout est voué à disparaître. Depuis Sidna Adam, tout est fait pour nous opposer à ceux qui refusent de croire, qui refusent de se soumettre, et bien que chacun respecte cette logique, car Allah a créé le monde ainsi. Le vrai défi est d'être capable de s'élever, sans être injuste, sans corrompre, ni prendre aux autres ce qui ne nous appartient pas. L'islam est paix et savoir, connaissance et partage, beauté et solidarité, amour et valeur, et respect et humilité. Alors n'oublions pas de chercher à tout moment de rayonner auprès de ceux que l'on aime et de ceux qui ne connaissent pas notre engagement, et cela bien sûr sans force, ni hypocrisie, mais juste par amour pour notre prophète bien-aimé, Mohammed, qui est l'exemple parfait pour nous. Sa vie est un sacrifice, un exemple, un chemin d'inspiration et de réflexion. Il a été parfait dans toutes ses approches avec les hommes et son environnement. Alors même si aujourd'hui nous sommes pour certains des ennemis, des barbares, méditons, apportons de la sagesse et surtout de la justesse, car la violence et la haine produisent de la surenchère et de l'amertume. Le croyant se baigne tous les jours dans une source de purification pour son corps, mais surtout son cœur et son esprit. Alors creusons dans le tréfonds des secrets, dans nos exemples personnels, nos références historiques pour trouver les solutions. Les miracles existent et existeront toujours jusqu'au dernier jour. On ne peut perdre confiance ou se vêtir du doute. Notre religion est parachevée et garante d'un équilibre parfait. Gardons toujours les pieds sur terre et le cœur dans les sommets de la réalité et de notre vérité. Soyons en permanence des ambassadeurs, même si nos actes sont parfois imparfaits et injustes avec les autres et donc avec nous-mêmes. Car nous resterons toujours des apprentis, des étudiants de la vie, et donc dans l'ajustement continu. Il n'y a de Dieu que Dieu, et seuls les véridiques, les sages et les héritiers sauront vivre cette certitude dans l'au-delà. Alors prions pour eux, prions pour nous, et n'oublions pas qu'ils nous observent et qu'ils jugent les intentions plus que les actes. Ô croyants, demandons pardon et explorons notre âme pour lui apporter de l'apaisement et de la bénédiction. Paix et salut à tous. Cheikh Nadir, merci beaucoup. Ah bah attends, excuse-moi. Voilà, obligé, mon ami Nadir. Tiens, Fatima, ce rappel de Cheikh Nadir. Très beau. Très beau. Très beau, très inspirant, et puis c'est très opportun à quelques jours du mois de Ramadan, du mois sacré du Ramadan. Effectivement. Bah, qu'est-ce qui t'a pris, Nadir, là? Non, mais comme je t'ai dit, ça fait des années que les musulmans sont montrés du doigt pour ce qu'ils ne sont pas, malheureusement, de façon majoritaire. Et donc aujourd'hui, à l'approche du Ramadan, il est bien de rappeler à tous les musulmans que notre religion est belle, elle est magnifique, et que seuls des individus peuvent la salir, mais l'islam, on ne peut pas la changer parce qu'elle est parfaite. Ça, t'as raison. Et il n'y a que les hommes qui sont imparfaits, donc à chacun dans son quotidien de travailler sur lui-même afin de rayonner sur les autres, sans prétention bien sûr. Bien entendu. Voilà pour ce petit rappel, donc signé Nadir Kaya pour aujourd'hui. Alors, tiens, on va passer à notre zapping rapidement avant de parler de nos deux sujets du jour. Et pour commencer, il était invité ce matin d'Europe 1 au micro de Patrick Cohen, l'avocat de Tariq Ramadan, et Emmanuel Marcini s'en est pris à Christelle, l'une des accusatrices, et en a profité pour annoncer que Tariq Ramadan serait convoqué devant le juge le 5 juin prochain. Alors, est-ce que c'est elle qui le dit? Est-ce que c'est ce qui s'est passé? Ou est-ce que c'est ce qu'on aimerait qu'il se soit passé parce que Monsieur Ramadan est quelqu'un qui suscite un grand nombre d'animosité et un grand nombre de gens aujourd'hui aiment à penser que ce dont il l'accuse, il en est coupable. Bon, je vais pas rentrer dans le dossier, vous l'avez, je ne l'ai pas. Le changement, la fausse polémique que vous dénoncez ce matin, Maître Marcini, c'est tout de même un changement qui a dérouté pour le moins les soutiens de Tariq Ramadan. Cela s'est vu sur les réseaux sociaux, ça s'est vu aussi pour la constitution de la cagnotte
alimenté pour financer sa défense, justement? Écoutez, moi je suis avocat pénaliste. Moi, mon affaire, c'est le droit, la présomption d'innocence et les faits. Ce qui se passe à l'extérieur n'est pas mon sujet. Vous êtes en relation avec les soutiens de Tariq Ramadan? C'est ce que vous dites. Non, ça n'est pas vrai? C'est ce que vous dites. Moi, je n'ai qu'un seul interlocuteur, c'est monsieur Tariq Ramadan. Tariq Ramadan va s'expliquer donc en détail devant le juge. Il est à nouveau prévu de l'entendre. Il est convoqué le 5 juin. Il est impatient de pouvoir être entendu et s'expliquer de manière calme, sereine, et surtout ce qu'il souhaite, c'est que sa cause puisse être enfin entendue équitablement et que l'on arrête de raconter n'importe quoi, y compris du côté de la magistrature où on raconte n'importe quoi parce que on le présume coupable, et ça c'est quelque chose que l'on doit dénoncer avec force, que l'on soit arabe, musulman. Christelle d'ailleurs raconte dans ses emails que de toute façon les arabes, eh bien tous n'ont qu'une hâte, c'est de taper leur femme et de la tromper, et c'est normal. Cette convergence d'accusations, 3 plaintes en France, une aux États-Unis, une en Suisse, c'est une conspiration qui alimente ces accusations à vos yeux, Emmanuel Marcini? Vous avez parlé d'affaires d'État tout à l'heure. Mais je n'en sais rien, moi. Il faut interroger les gens qui écrivent, qui sont en relation avec le président de la République pour faire tomber monsieur Ramadan. Soit cette Christelle est complètement cintrée, comme on dit, et à ce moment-là, il faut s'interroger sur la crédibilité de ces accusations. Soit il faut interroger les renseignements généraux. Elle raconte qu'elle a eu 4 contrôles fiscaux. Ses comptes bancaires ont été bloqués parce que Caroline Fourès lui avait envoyé les renseignements généraux pour déposer plainte contre monsieur Ramadan, et que ne le faisant pas, eh bien, elle a été affamée pour pouvoir le faire. Il faut l'interroger, ce n'est pas à moi de répondre à sa place. À votre avis, tout va s'effondrer? Mais je n'en sais rien, qui peut le savoir? Je dis simplement qu'en l'état, eh bien, il faut laisser du temps au temps, et qu'il faut laisser l'enquête se dérouler et laisser monsieur Ramadan se défendre en bénéficiant de la présomption d'innocence. C'est un point cardinal de notre système juridique. Voilà, c'était donc l'avocat de Tariq Ramadan, invité ce matin d'Europe 1, qui en a profité effectivement pour dire que Tariq Ramadan donc serait présenté devant le juge le 5 juin prochain. Il devait y avoir une remise en liberté de prévue aujourd'hui. Les juges donc se sont opposés, prétextant le fait qu'il pourrait continuer de faire pression auprès des plaignantes, qu'il pourrait aussi, étant domicilié à l'étranger, en particulier en Angleterre, eh bien fuir. Voilà, donc un petit peu dans cette affaire, c'est délicat. Concernant donc l'avocat de Tariq Ramadan qui commence à découdre les accusatrices, et en particulier celle-ci, Christelle. Est-ce que la méthode est bonne pour Emmanuel Marcini, Nadia? Ah, je sais pas si elle est bonne, mais c'est vrai que au vu de ce qu'il a pu dire tout à l'heure, j'ai écouté un petit peu ses propos sur Europe 1. C'est vrai qu'il y a des incohérences qui nous interpellent. Donc après, c'est vrai que il y a des incohérences des deux côtés, hein, si je puis me permettre, parce qu'il y a ce fameux billet d'avion que Tariq Ramadan disait avoir pris, et finalement après enquête, effectivement, c'était pas forcément à l'heure à laquelle il a dit être arrivé. Enfin, il y a des incohérences des deux côtés. Des mensonges des deux côtés. Des deux côtés, absolument, des mensonges des deux côtés. Et on est tous d'accord sur le fait que la présomption d'innocence dans cette affaire, elle est quand même pas tout à fait respectée. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Tariq Ramadan, force est de reconnaître quand même. Pour lui, c'est clair, elle est pas du tout respectée. Hein. Je crois qu'il y a un autre ministre aussi qui est oui, Gérald Darmanin, par exemple, qui a 2 affaires sur le dos. Lui, il est encore en liberté. Il est surtout en fonction. En poste. Il est surtout en fonction. Acclamé à l'Assemblée nationale. Ouais, tout à fait. Donc on voit la différence de traitement. Donc après, par rapport à Tariq Ramadan, bon, il devra rendre des comptes comme tout le monde, mais c'est vrai que cette façon d'être traité démontre qu'il y a une partie politique dans cette affaire qui démontre un peu l'acharnement qu'il peut subir. Alors, on va parler maintenant, Fatima, peut-être un truc à rajouter, non? Oui, moi c'est ce que on en avait déjà discuté il y a quelques semaines. Je vous avais dit que voilà, étant donné le traitement raciste que subissait Tariq Ramadan, mais en réalité comme tous les Noirs et les Arabes qui passent par la justice, la case police-justice en France, c'est pas le seul qui est injustement en détention provisoire. Il faudrait questionner en fait cette question de la détention provisoire, voir qui est en détention provisoire, la présomption d'innocence, oui, mais pas que pour lui. Enfin, c'est pas le seul concerné, donc il subit le traitement que subissent les Arabes en France. Voilà. Une fois que ça a été dit, voilà, il faut pas, comme tu dis, il y a présomption d'innocence, mais il faut pas trop se précipiter non plus à considérer que forcément les femmes qui se plaignent d'avoir été violées par Tariq Ramadan forcément mentent, voilà, c'est pas parce que par exemple c'est pas parce qu'elles mentent sur un aspect des choses que ça veut dire que forcément elles n'ont pas été violées. Souvenez-vous Nafissatou Diallo, c'est comme ça que la défense de Dominique Strauss-Kahn avait fait en sorte qu'il ne soit pas condamné par la justice. Après il a été condamné au civil, mais en tout cas au niveau pénal, comme on dirait en France. Souvenez-vous que c'est parce que
ils avaient trouvé en fait Nafissatou Diallo avait menti par rapport à ses papiers, par rapport à sa situation en termes d'immigration en fait. Et parce que elle avait menti sur cet aspect très administratif qui n'a rien à voir avec on avait considéré qu'elle n'était pas crédible pour le reste. Alors, il faut pas faire la même erreur. C'est-à-dire que il y a des femmes qui mentent et qui sont violées. C'est pas parce que on ment qu'on mérite d'être violée ou que forcément on ne sera jamais violée. Donc voilà, il y a des menteuses qui sont violées, il y a des voleuses qui sont violées, il y a des gens qui sont pas bien et qui sont violés. Voilà, donc le fait que ces femmes-là mentent ne veut pas forcément dire qu'elles n'ont pas été violées. Voilà, c'est ça que absolument. Et de toute façon, c'est pas à nous de juger là-dessus, c'est à la justice de déterminer il y a un si moment oui donné, ou non il y a eu viol. Sur cette affaire, vu tous les éléments, vu tous les avocats qui sont sur le coup, parce que Tariq Ramadan a plusieurs avocats. Toutes ces femmes, elles ont plusieurs avocats. Il y a un moment donné, il faut être patient aussi, pas se précipiter tout de suite sur le fait que oui ou non il y a eu ou il n'y a pas eu. Voilà, les éléments vont sortir au fur et à mesure. Voilà, il y a plusieurs enquêteurs qui sont sur le coup. Alors, j'irai pas jusqu'à dire qu'il faut faire confiance à la justice, mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui sortent au fur et à mesure. Faut pas se précipiter. Alors ne nous précipitons pas. Le conseil sage de Fatima Wassak pour le coup. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, donc la justice décide de maintenir Tariq Ramadan en détention, et ça pourrait d'ailleurs durer un petit moment cette histoire. Si il a la possibilité de faire appel encore une fois, mais il est en tout cas invité à s'expliquer devant le juge sur ces incohérences, en tout cas sur ce que la justice considère comme étant des incohérences de sa part. Le 5 juin prochain. Violence dans les manifestations du 1er mai pour Philippe Poutou. Cette violence, elle se comprend et ça fait, j'allais dire, polémique dans les médias. Il considère que c'est une colère légitime, une expression de colère légitime. Écoutez ses propos à Philippe Poutou. Non, ce que je vais vous dire, c'est que c'est facile après une manifestation de dire regardez, il y a cette violence-là, regardez, ça brûle et tout ça. C'est vrai que ça brûle, c'est vrai qu'il y a des véhicules qui brûlent. Mais ce qu'on a envie de discuter en amont, c'est la violence profonde dans cette société-là. Il y a une révolte, il y a une colère contre ce monde-là. Et elle légitime cette violence-là. Et oui, parce qu'à un moment donné, il y a une confrontation. Et la confrontation, on peut dire quand même que le gouvernement la recherche. Il expulse des zadistes avec quand même une certaine forme de violence. 2500 gendarmes qui interviennent militairement dans une zone de la ZAD du côté de Notre-Dame-des-Landes. Ils expulsent des étudiants qui occupent pacifiquement, que ce soit à Tolbiac ou ailleurs. Donc il faut bien comprendre ça, c'est que effectivement il y a un combat social, il y a une confrontation. Et dans cette confrontation-là, qui est quand même bien voulue par le gouvernement, parce que l'origine de l'attaque, l'origine de l'agression, c'est le gouvernement à tout point de vue. Donc effectivement, il y a un moment donné, il y a des réponses. Et il y a une colère. Alors la colère, mais oui, ça s'exprime aussi comme ça, bien sûr. Partenaires de la gauche, le Parti communiste, Jean-Luc Mélenchon, disent exactement l'opposé de ce que vous venez de dire. Ils ont dit ces casseurs discréditent le mouvement social, c'est un scandale. Vous n'êtes pas du tout d'accord avec eux? Non, pas d'accord avec. J'ai entendu un peu la phrase de Jean-Luc Mélenchon. Non, on n'est pas d'accord. Lui dit c'est des milices d'extrême droite. Ouais, mais c'est quand même. C'est un peu foudingue de dire ça. Mais qu'on ne partage pas. On peut ne pas partager. Attendez, on peut ne pas partager effectivement le mode d'action utilisé par certains jeunes aujourd'hui ou par des groupes politiques aujourd'hui dans les manifestations. Mais de là à dire. Yann Brossa du PC, adjoint au maire de Paris, dit c'est 1200 abrutis. Ouais, mais ça c'est du n'importe quoi. Bien sûr que je suis pas d'accord avec ça et qu'on n'est pas d'accord avec ça. Nous, on pense que c'est l'expression d'un ras-le-bol, d'une colère qui est réelle et qui est légitime. Et donc après, c'est de discuter justement de comment ce mouvement-là de contestation sociale peut s'organiser. Ça fait polémique dans les médias depuis cette sortie de Philippe Poutou. Est-ce que vous la comprenez, cette sortie tiens, Nadir? Non, moi je suis pas tout à fait d'accord avec lui. Moi j'ai vu des gens cagoulés qui voulaient en arriver à de la violence et qui ont eu de la violence. Donc moi ces gens-là, qu'ils soient de droite, de gauche, peu importe, ce genre de violence, elle est condamnable. Après, moi ce qui m'intéressait, c'est qu'il y a des gens qui se sont rassemblés pour contester la politique de Macron. Ça c'est plus intéressant. Je pense pas qu'il faille en arriver. C'est pas ça qu'on a retenu dans les médias, vous avez remarqué. Ouais, bien sûr. Bah, je pense qu'il y a de tout. Il y a là-dedans, il y a vraiment des individus qui étaient là pour en découdre. Il y a aussi sûrement de la manipulation politique et policière. Aujourd'hui, il faut pas non plus être naïf. On arrive à une époque où tout est assez trouble pour le grand public, mais politiquement, médiatiquement, tout est clair. Quand t'as des individus comme ça qui viennent, qui sont armés, qu'on laisse faire un petit temps et puis qu'on intervient après, et puis après on se focalise simplement sur cette partie-là en délaissant la réalité, c'est-à-dire une certaine mobilisation à travers la dénonciation d'une politique, on peut comprendre pourquoi les médias se fixent sur ça. Fatima, est-ce que la violence c'est le tissu d'une colère légitime? Totalement. Alors moi je suis pas d'accord avec Nadir là. Moi je trouve très bien ce qu'a dit Poutou. Je suis pas toujours d'accord avec tout ce qu'il dit, mais là je trouve que c'est très bien. Alors
il paraît que donc ce que tu disais, c'est que c'est sa sortie qui est polémique. Oui. Moi, je trouve que ce qui est très 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 polémique et en réalité ce qui est indigne, scandaleux, indécent, c'est la sortie de Monsieur Gérard Collomb qui ose qualifier donc ces violences entre guillemets d'inacceptables. Mais le type vient de là faire voter une loi immigration, la loi asile et immigration, pour faire enfermer, pour la possibilité d'enfermer des enfants pendant 3 mois dans les centres de rétention où il y a des barbelés. Et il vient à Calais envoyer comme ça la police pour aller déloger de pauvres migrants là qui étaient à Calais, tabasser les jeunes, les étudiants lorsqu'ils bloquent des universités. Et lui va venir nous expliquer qu'en fait ces violences sont inacceptables. Donc ce monsieur qui a fait passer la loi immigration, donc avec des enfants, je le répète, qui peuvent être maintenus 3 mois avec des enfants 3 mois en centre de rétention. Quand on sait les traumatismes que ça peut avoir, c'est totalement opposé au droit international et en particulier au droit de l'enfant. Donc ce monsieur-là, qui a défendu bec et ongle cette disposition de pouvoir faire enfermer comme ça des enfants pendant 3 mois, lui vient nous faire la morale sur l'inacceptabilité des violences. Non mais c'est ça qui est en réalité vraiment scandaleux. C'est pas le fait que lors des manifestations, effectivement, c'est un rapport de force politique. Voilà, il y a un rapport de force de personnes qui sont opposées à une certaine politique qui est conduite par l'État. C'est normal, ils s'opposent et donc voilà, ils utilisent tous les moyens nécessaires pour pouvoir Tu crois vraiment s'opposer. que ces gens-là étaient vraiment pour s'opposer politiquement, pour venir simplement se bastonner et massacrer en tout cas, ce que je sais, c'est que c'est instrumentalisé par les pouvoirs publics et en tout cas par les autorités politiques et par les médias pour décrédibiliser l'ensemble d'un mouvement social qui est aujourd'hui massif. Donc pour pouvoir jeter le bébé du mouvement social avec l'eau du bain, voilà, on montre ces images, on a l'impression que c'est un truc de dingue, de 3 violences comme ça à droite à gauche. Non mais regardez dans quel pays on vit. On vit dans un pays où je le rappelle, cette loi sur l'immigration est passée où on peut enfermer pendant 3 mois des gosses. Donc voilà, c'est contre ça que devraient s'élever les personnes qui sont contre, soi-disant, les violences. Et condamner ceux qui soutiennent les réfugiés aussi. Oui, complètement. En plus, criminaliser la solidarité, le soutien aux les marcheurs réfugiés. Là, qui sont partis dernièrement. Là. Donc voilà, il faut arrêter avec ça. Et surtout, je vous dis, quand c'est Collomb qui parle, franchement, voilà, c'est comme d'habitude avec eux, ils sont pas crédibles. Et surtout, ils essayent de la faire à l'envers. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne nous. C'est-à-dire que quand on voit les médias dire oui, mais vous vous rendez compte, c'est scandaleux, une prise d'otage, etc., etc. Enfin, prise d'otage quand on parle, par exemple, des cheminots ou des syndicalistes, etc. Il faut pas se laisser avoir par ces mots-là. Il faut voir quelle est la véritable source de la violence aujourd'hui en France. La véritable source de la violence aujourd'hui en France, elle est portée par l'État français. Tout à l'heure, on parlait comme ça un petit peu en off du fait que des militaires ont été envoyés à Beaumont-sur-Oise lors d'un petit événement festif pour les enfants. Voilà, mais ça choque personne, ça. Donc il y a des militaires comme ça, dont mon fils d'ailleurs, qui était là, donc 2 ans et demi, etc., qui était là avec d'autres enfants pour faire un petit peu de boxe, pour se mobiliser sur une question, c'est vrai, politique. Mais c'était un événement festif. Mais ils ont envoyé l'armée. Voilà, il y avait l'armée avec des enfants, etc., qui étaient là, qui les regardaient, etc. Ouais. Donc voilà, et ça ne choque personne, ça choque pas Monsieur Mélenchon. Voilà, lui, il trouve pas ça scandaleux. Il a pas fait un petit communiqué pour dire à quel point il trouvait ça scandaleux. Pour finir, dans ce zapping, Emmanuel Macron est en déplacement en Australie. Vous le savez, un journaliste lui a posé la question si c'était pas pour fuir les manifestations, la grogne dans le pays. La réponse a été quelque peu cinglante. Vous savez, les voyages ils sont programmés longtemps avant et je m'occupe d'abord en permanence de ce qui se passe à Paris, comme ailleurs. Et vous me connaissez de tempérament, vous m'avez encore vu ces dernières semaines. Je ne suis pas de tempérament à esquiver quoi que ce soit, donc on continue. On est le 1er mai, vous êtes à 18 000 km. Oui, je vous le confirme. Vous vouliez que je fasse quoi? Que je reste chez moi à regarder la télévision? J'ai autre chose à faire. Je continue à travailler. Les réformes continuent à être menées chaque jour. Quand même, c'est symbolique en France. Et elle continuera à l'être. Le 1er mai. Et le 1er mai est une journée universelle. C'est la journée des travailleurs dans le monde entier. Mais il n'y a pas de jour férié quand on est président de la République. Et donc je continue partout à développer des partenariats stratégiques pour la France, à lutter contre les insécurités. L'année prochaine, l'Australie accueillera la coalition de Paris que nous avons formée jeudi dernier à Paris pour lutter contre le terrorisme, à développer nos partenariats économiques pour créer de l'emploi dans notre pays. C'est mon travail. Mon travail. Qui vous reproche l'éloignement en ce jour symbolique. C'est une très mauvaise polémique, pour pas dire une fausse polémique complète. Mon travail n'est pas de regarder la télévision et de faire les commentaires d'actualité. Il est d'agir pour le pays, chaque jour, partout. C'est ce que je fais. Je vous remercie. Voilà, la réponse cinglante, donc à ce journaliste, la réponse d'Emmanuel Macron. Langue de bois.
Langue de bois. Et arrogance et mépris comme d'habitude avec. Il est un peu arrogant, c'est vrai, hein, Macron. Mais quand ultra même, hein. arrogant. Ouais. Là, par exemple, il répond complètement à côté de la question. Enfin, c'est voilà, je reste pas devant la télé. Non, mais ça veut pas dire rester devant la télé. Être là le 1er mai, voilà, quand il y a un mouvement social aussi important. C'est un message à Trump, à mon avis, parce que Trump reste beaucoup de temps devant la télé, comme il l'a humilié là-bas. Donc. Pas mal. Oui, c'est vrai qu'il passe beaucoup de temps à la télé et sur Twitter aussi. Bon. Le temps passe vite quand on est bien accompagné avec Fatima Wassak et Nadir Kaya. Dans un instant, Libertad. Vous allez pouvoir vous lâcher, dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec nos intervenants du jour. C'est Libertad, ça arrive dans un instant. De bouger. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct pour votre LGF jusque 18h avec Fatima Wassak et avec Nadir Kaya. Avant Libertad, dans quelques instants, 01 40 33 9000. Le coup de cœur de Nadir Kaya, on ne l'a pas oublié quand même, mon cher Nadir. Donc c'était pour cette communauté dont tu as évoqué tout à l'heure et à qui tu as adressé une lettre ouverte aujourd'hui. Oui, toujours pareil. Moi, je tire mon chapeau à tous ces citoyens de confession musulmane qui subissent beaucoup de choses depuis très longtemps, notamment depuis les attentats. Et cette fameuse tribune des 300 où j'ai été interpellé par le terme épuration ethnique. Et ça, c'est hyper violent. Je suis un peu triste qu'il n'y ait pas eu plus d'engouement pour faire face à ces propos qui ont été tenus par Philippe Val et repris dernièrement par Éric Zemmour, à faire croire qu'il y aurait une stratégie dans les quartiers qui consisterait à épurer les quartiers et à s'en prendre à nos concitoyens de confession juive. C'est violent et je suis un peu étonné qu'il n'y ait pas eu plus de réactions que ça, mais ça démontre quelque part que les citoyens de confession musulmane ont une sagesse malgré tout, qui fait qu'aujourd'hui beaucoup d'entre eux ne veulent pas rentrer dans les jeux politiques et donc dans ces affrontements et cette confrontation auxquelles beaucoup aspirent. Et donc je remercie tous ces citoyens avant tout et donc je voulais faire un coup de cœur à la communauté musulmane d'être aussi sage et surtout dans la réflexion et non pas dans ce sentiment impulsif qui consisterait à répondre aux attaques permanentes de certains hommes politiques et éditorialistes ou spécialistes de la question qui tous les jours montrent du doigt cette communauté. Merci Fatima, ton coup de cœur sera pour la semaine prochaine. Ouais, pour la semaine prochaine, là, juste, je voudrais dire là, un peu, pour aller dans le sens de Nadir, juste par rapport effectivement à la communauté musulmane et puis en tout cas aux personnes qui étaient ciblées par ce texte des 300. Et juste quand même dire de 2 secondes qu'on s'arrête à cette liste des 300 personnes. L'essentiel quand même, c'était pas des... Parce que quand on dit des intellectuels et tout, on a l'impression que c'est un truc de dingue. C'est quand même beaucoup de clochards quand même quand tu les prends. Vraiment, individuellement, c'est quand même beaucoup de ratés, des gens médiocres, etc., qui sont rageux, qui sont jaloux, qui ont la haine. Donc c'est quand même beaucoup ces gens-là. Et effectivement, on les a même pas calculés. Parce que je pense effectivement, bon, déjà c'était dans le Parisien. Quand tu regardes, tu vois, il y avait pas tant de gens que ça de gauche, on va dire, machin. Il y avait pas du beau monde, il y avait pas les intellectuels français, etc. Il y avait vraiment, encore une fois, il y avait des clochards. Et je pense qu'ils ont tellement été loin sur le Fatima côté. Wassak, hein. C'était propos, ma chère. Sur l'islam, 2 sur la Palestine, tu vois, et t'as Ouais. presque envie de leur dire, non mais tu montes au ciel et tu descends, le Coran, on le bouge pas, on le touche pas. Et la Palestine, elle ne sortira pas de notre cœur, on continuera à transmettre à nos enfants la Palestine, la libération de la Palestine, etc., etc. Tu montes au ciel et tu descends. Et je pense que c'est ça qu'on peut comprendre aussi du fait de pas avoir répondu, quoi. C'est, voilà, on s'en bat les reins, allez-y, faites vos trucs. Carrément, ils demandent carrément à ce qu'on change, voilà, des versets. Enfin, tu te dis, mais, voilà. Mais encore une fois, c'est dans le Parisien, c'est des clochards, on les a pas calculés, et voilà. Et espérons que ça veuille dire que, voilà, tout ça va, c'est juste polémique, c'est contextuel, et puis que ça va passer, voilà. En tout cas, il y a certains qui se retrouvent dans cette liste des 300 qui ont déclaré qu'ils n'avaient jamais signé. À l'image de Benjamin Stora, à l'image de Nader Alami, à l'image de quelques-uns. Pas du tout des pratiques type Philippe Val et compagnie. Ça c'est grave, hein, par contre. Mais voilà. 01 40 33 9000, bonsoir qui est là. Oui, bonsoir Christophe et bonsoir des invités. Bonsoir. Je rejoins un petit peu Fatima, après je pousse mon petit coup de gueule vite fait. Fatima, le texte, hein, il a 14 siècles. Hein. Il n'y en a pas un qui va bouger avec ce texte parce que c'est une révélation divine et réelle, la vérité. Donc la vérité, elle change pas. Bref, c'est les gens qui changent. Voilà, juste un petit coup de gueule là au niveau de la politique marocaine. Là, j'ai pas trop compris là ce qu'elle veut faire, si ce n'est juste le jeu des sionistes et des Américains et compagnie. D'aller chercher l'Iran, le seul pays, vous regardez où vous voulez, le seul pays musulman qui relève la tête et qui a peur de personne. Merci à toi pour ton avis, cher ami. 01 40 33 9000. J'en profite pour faire un nouvel appel pour cette journée de samedi TMTT.
Oui. Ah oui, ça se passe à la BNF. Ouais. Et d'ailleurs, tiens, j'allais oublier, tu me le rappelles, il y a le président de TMTT qui me disait qu'il y avait encore une place si, pour un auditeur ou une auditrice qui appellerait, qui enverrait un petit message là. Alors, vous allez sur le message privé de Christophe Le Grand Forum. Il reste une place gratuite. Voilà. Super. Le temps peut-être de prendre une dernière. Allô, bonsoir. Ah bah oui, il y avait longtemps, tiens. 01 40 33 9000. C'est vrai qu'il y en a beaucoup d'Ahmar. Hein. C'est un début de phrase, non? Ouais, enfin, on essaye en tout cas. Bon, en tout cas, TMTT, n'hésitez pas si vous voulez une dernière place, eh bien, vous envoyez votre message comme l'ont fait Férouz, comme l'ont fait d'autres auditeurs. Christophe, Le Grand Forum. Tout de suite, l'heure du flash de 18h. Merci beaucoup, Fatima. Merci à toi, merci Nadir. À la prochaine. Et on s'en bat pas les reins de se retrouver la semaine prochaine, Fatima. Non. Demain, Nasser Lajili qui fait son retour avec nous, accompagné de Maître Anissa Rigui. Et on recevra Swadasla demain, on parlera un peu musique parce qu'il y a le gros truc au Cabaret Sauvage samedi pour les femmes de Béchar, côté musique. Et puis vendredi, Samira Brabia, évidemment. On n'oublie pas au Cabaret Sauvage. Bonne soirée à tous et restez bien branchés. France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.